On passe aux effets indésirables maintenant. Les effets indésirables, tout de suite, il faut parler de ceux qui sont en rapport avec l'activité pharmacologique. Et si vous avez compris l'activité pharmacologique, vous avez bien compris. Donc, il présente un risque d'insuffisance rénale. Donc le seulement si a beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce que je vous dis que ce sont des néphroprotecteurs au long cours. Donc en fait, il faut que vous les considériez d'abord comme des néphroprotecteurs. Maintenant, il existe deux situations dans lesquelles ils peuvent être à risque. Un, la sténose des artères rénales, et deux, l'hypovolémie, qui doivent être sur le même point, sur le même plan. Ça n'a pas été bien fait. Et le petit encadré a beaucoup de valeur, seulement si. Pourquoi? Parce que les INIUC sont néphroprotecteurs, et en particulier chez le diabétique protéinurique. En fait, ils sont protecteurs aussi chez l'hypertendu sans néphropathie. Simplement, au long cours, la néphropathie ne surviendra pas. Alors, comment ça marche quand il y a une sténose des artères rénales? Je vous ai ici montré un angiogramme d'une sténose proximale, post-ostiale, d'une artère rénale. Et ici, c'est ce qu'on appelle une sténose athéroscléreuse. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette sténose est suffisamment serrée pour entraîner un effondrement de la pression au niveau du glomérule et du débit. Donc, le système rénine-angiotensine est activé au niveau de l'appareil juxtaglomérulaire, augmentation de la libération de rénine et surtout augmentation d'angiotensine 2. De manière très asymétrique, puisque ça, c'est vraiment au niveau de ce rein-là plutôt qu'au niveau du rein contralatéral. Évidemment, à partir du moment où c'est libéré au niveau artériel, c'est récupéré par le système veineux et ça diffuse dans tout l'organisme. Donc voilà, on peut comprendre qu'une sténose d'une artère rénale, par activation permanente du système rénine-angiotensine, entraîne de l'hypertension artérielle. C'est ce qu'on appelle de l'hypertension secondaire. Et dans les causes d'hypertension secondaire, vous avez la sténose de l'artère rénale, sténose unilatérale. Alors comment est-ce que l'angiotensine 2 maintient la filtration glomérulaire ou comment est-ce que ce système est un système finalement, il faut toujours être, comment est-ce qu'on appelle ça, finaliste. Si vous voyez les choses de manière finaliste, vous les retenez mieux. Ce n'est pas forcément vrai, mais vous les retenez mieux. La filtration glomérulaire est maintenue. Elle est maintenue pourquoi? Parce que vous entraînez une vasoconstriction préférentielle de l'artériole efférente. Il y a peu de récepteurs AT1 sur l'artériole afférente ou pas. Vous rétablissez le gradient. En rétablissant le gradient de pression, vous augmentez la pression intraglomérulaire, vous augmentez la fraction de filtration et vous permettez une filtration glomérulaire. Maintenant, si vous donnez un IEC sur ce système-là, eh bien, vous bloquez tous les systèmes d'adaptation, vous n'avez pas levé la sténose, et donc vous laissez le débit rénal s'effondrer en aval de la sténose, et donc vous augmentez la créatininémie. Donc, si l'on méconnaît une sténose de l'artère rénale en donnant un IEC ou un ARA2, on peut entraîner une augmentation de la créatininémie qui signe une diminution de la filtration glomérulaire, une altération de la fonction rénale et qui oblige à aller faire des explorations fonctionnelles. Cela étant, on ne peut pas aller chercher chez tous les malades une sténose unilatérale. Et en particulier, la sténose unilatérale, elle est relativement rare. Et puis, à elle seule, elle risque de ne pas changer grand-chose. Conclusion, ce qui nous intéresse vraiment, c'est la sténose bilatérale. Donc une sténose bilatérale des artères rénales, ça se voit dans des maladies athérosclérose avancées, ça se voit dans ce qu'on appelle la fibrodysplasie musculaire. Tout ça, c'est rare, vraiment très rare, la sténose bilatérale. Mais on sait que c'est une condition physiopathologique, c'est une maladie, si vous voulez, qui peut aggraver considérablement
la fonction rénale quand des IEC sont donnés. Donc voilà, tout est résumé dans ce petit cadre-là. Si vous donnez un IEC, vous effondrez la pression, vous effondrez, bon, parce que c'est un vasodilatateur, bien sûr, vous diminuez la vasodilatation de l'artériole efférente, vous diminuez le gradient, vous entraînez une vasodilatation de l'artériole efférente, vous diminuez le gradient, vous diminuez la filtration glomérulaire. Donc je suis très mécanistique dans mes explications parce qu'il faut que vous voyez la logique du début jusqu'à la fin, sans faille, et là, vous retenez plus facilement. Donc j'aurais dû vous écrire en dessous, contre-indication égale, mais on le retrouvera à la fin, sténose bilatérale. Donc maintenant, ah oui, alors il y a un élément qu'on n'a pas vu, qui est l'hypovolémie. Donc là, je vous ai parlé de la sténose artère rénale, mais l'hypovolémie. L'hypovolémie, vous pouvez raisonner exactement de la même façon, mais évidemment de manière un peu dégradée. L'hypovolémie, qu'est-ce que c'est? Un sujet qui est hypertendu, qui a été traité par des diurétiques, qui a perdu ses 2 à 3 litres de volume sanguin circulant, et qui est un peu passé en dessous du volume normal. Il était hypervolémique, il est devenu normovolémique, mais il est devenu hypovolémique. Eh bien, lui, il a activé le système rénine-angiotensine. Voilà, toute hypovolémie augmente la libération de rénine, donc d'angiotensine. Donc, l'hypovolémie au long cours entraîne une activation permanente du système rénine-angiotensine. Et pareil, cette activation permanente permet de maintenir un bon débit de filtration glomérulaire. Si vous donnez un IEC là-dessus, vous faites 2 choses. Vous effondrez la pression. Pourquoi? Parce que c'était l'activation du système rénine-angiotensine qui permettait de ne pas baisser trop la pression artérielle. Donc là, du coup, la pression s'effondre. C'est-à-dire que la systolique peut passer à 110, à 100, voire en dessous de 100. Et puis, la fonction rénale s'altère pour les mécanismes qu'on vient de décrire. Donc, pareil, règle d'hygiène de vie. Un sujet qui n'est pas hypertendu n'a pas besoin d'être sous régime sans sel. Il est sous un régime normosodé. La population actuelle mange trop de sel, 10-15 grammes, et un bon régime, c'est 7 à 8 grammes. Je ne sais pas si on vous a déjà parlé de ça, peut-être pas. Un sportif doit manger un peu plus de sel qu'un autre, puisqu'il en transpire beaucoup. Mais quelqu'un qui voudrait être au régime sans sel alors qu'il n'a pas d'hypertension ni de maladie cardiaque, se met progressivement en hypovolémie, progressivement en hyperaldostéronisme secondaire, avec de l'hypokaliémie, peut avoir des troubles du rythme, etc., des troubles de contraction musculaire, etc., etc. Donc vous voyez que tout se lie du sujet sain au sujet malade, à l'insuffisant cardiaque et à l'hypertendu. Donc on a vu l'insuffisance rénale qui peut être aggravée par une sténose des artères rénales et une hypovolémie quand on démarre les traitements par les IEC. Et puis maintenant, il y a l'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie est une limitation de l'utilisation des IEC. Donc je ne rentre pas dans le diagnostic de l'hyperkaliémie ni dans les effets délétères. Vous avez appris ça par d'autres et en cardio. Mais quels peuvent être les facteurs favorisants de l'hyperkaliémie? N'allez pas me parler d'hypoaldostéronisme. Je ne veux pas entendre ce mot. Je le vois dans plein de copies. Je ne sais pas qui vous en parle. Mais d'une manière générale, il y a une maladie qui est un hyperaldostéronisme. Et puis il y a le normoaldostéronisme. Et puis évidemment, on met le système au repos. Point. Donc, l'hyperkaliémie, elle a comme facteur favorisant, puisque d'abord, à quoi c'est dû? C'est dû au fait que l'aldostérone, on a tous, sujets normaux, une sécrétion normale d'aldostérone plasmatique, qui réabsorbe de l'eau et du sel, qui échange au niveau des NAC, enfin qui en bloquant ENAC, permet d'éliminer du sel et de réabsorber du sel et d'éliminer du potassium. On verra ça avec les diurétiques. Et donc s'installe une hypokaliémie. Point. Et donc vous pouvez imaginer que quand vous bloquez ce système-là au long cours, qui est un système physiologique, normalement actif, vous passez de la normokaliémie à l'hyperkaliémie. Bon,
Ça, c'est le risque des IEC et des ARA2. Mais les IEC et les ARA2 sont en fait des faibles bloqueurs de l'aldostérone. Et surtout, l'aldostérone plasmatique, elle est relativement peu mise en jeu. Vous voyez, je prends mon temps par rapport au cours précédent pour vous expliquer ça. Tout ça pour vous dire que l'hyperkaliémie est un effet indésirable des IEC, mais c'est rare. Chez un sujet sain, vous verrez exceptionnellement une hyperkaliémie. L'hyperkaliémie ne s'observe que parce qu'il y a des facteurs favorisants. Donc là, on dévie un peu de la deuxième année de médecine vers la quatrième, mais j'en profite pour vous faire passer ces messages-là. N'allez pas me dire que les IEC et les ARA2, ça entraîne de l'hyperkaliémie. Non, ça entraîne de l'hyperkaliémie quand il y a des facteurs favorisants. Et ces facteurs favorisants, c'est un, si je rajoute du potassium, bien entendu, par exemple des sels de potassium. C'est lorsque on utilise des diurétiques épargneurs de potassium, c'est-à-dire une combinaison IEC-spironolactone, par exemple. C'est quand il existe une néphropathie diabétique, c'est-à-dire que déjà, il y a des anomalies glomérulaires et tubulaires. C'est lorsque on utilise des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et là, vous mettez entre parenthèses blocage des prostaglandines, vasodilatatrices et à effet rénal de type PGI2. Et donc, modification de la circulation intrarénale. Voilà, vous n'avez pas besoin de savoir plus. Mais les anti-inflammatoires non stéroïdiens peuvent aggraver. Et puis enfin, pour une raison plus difficile à expliquer, les héparines de bas poids moléculaire. Voilà, les 5 grandes les 5 grands facteurs favorisants d'hyperkaliémie sous IEC ou ARA2. S'il n'y a pas ces facteurs favorisants, au moins un ou deux, la probabilité est vraiment tout à fait rare. Et je devrais ajouter l'âge. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je rajoute l'âge? Toujours, il faut toujours rajouter l'âge, parce que plus on vieillit, plus la fonction rénale se dégrade. Voilà. Donc on a vu l'hyperkaliémie, l'hypotension artérielle. L'hypotension artérielle, c'est typiquement l'hypovolémie dont je vous parlais. Donc on pourrait dire l'hypotension artérielle, facteur favorisant, un traitement diurétique associé, un sujet âgé, une mauvaise régulation baroréflexe, etc. etc. C'est-à-dire l'hypotension artérielle, c'est quand les effets ont dépassé ce qu'on attendait. On est un anti-hypertenseur, mais on n'est pas ces médicaments-là ont des objectifs d'anti-hypertenseur, mais ce ne sont pas des hypotenseurs. Ils veulent normaliser la pression artérielle, mais ils ne veulent pas la faire baisser trop bas.